US President Donald Trump is threatening to sue Grammys host Trevor Noah over a joke claiming he visited Jeffrey Epstein's private island. Live to Hannah Sinclair in Washington, D.C. Hannah, President Trump's not happy. No, he certainly isn't, Jane. Good morning. Donald Trump unleashing in a Truth Social post threatening to sue this year's host Trevor Noah. The president posting, Noah said incorrectly about me that Donald Trump and Bill Clinton spent time on Epstein Island. Wrong. I can't speak for Bill. Dimanche soir dernier à Los Angeles, lors de la retransmission en direct des Grammy Awards, un commentaire fait sur la scène principale de l'événement a rapidement dépassé le cadre du divertissement et a commencé à circuler dans un domaine institutionnel. Quelques heures après la fin de la cérémonie diffusée par CBS, Donald Trump a réagi publiquement, s'adressant nommément au présentateur de la soirée, Trevor Noah, et accompagnant ses propos d'une menace explicite de poursuite judiciaire. Cet épisode, qui trouvait son origine dans un contexte humoristique télévisé, s'est rapidement déplacé vers le terrain juridique et politique, soulevant des questions qui vont au-delà de la plaisanterie et touchent directement à la relation entre les personnalités publiques, la liberté d'expression et l'utilisation stratégique du système juridique aux États-Unis. Le commentaire a été fait lors de la remise du prix de la chanson de l'année, l'un des moments les plus regardés de la soirée. Sur un ton satirique, Trevor Noah a fait un rapprochement ironique entre l'intérêt déjà manifesté par Donald Trump pour le Groenland et des références bien connues de l'actualité politique récente, mentionnant indirectement Jeffrey Epstein et Bill Clinton. Le discours a suivi le schéma classique de la comédie présentée lors de grands événements culturels américains, conçu pour provoquer un rire immédiat, sans détails factuels ni prétention journalistique. Le public a réagi comme prévu, par des applaudissements et des rires, et la cérémonie s'est déroulée normalement, sans aucun signe de rupture dans le protocole de l'événement. Néanmoins, la portée de ce commentaire a été amplifiée presque instantanément. Des extraits du monologue ont commencé à circuler sur les plateformes numériques, portés par l'intérêt récurrent pour toute mention publique impliquant Donald Trump. Ce type de répercussion est prévisible dans un environnement médiatique très fragmenté, où les événements culturels servent de catalyseur à des débats politiques parallèles. Ce qui n'était pas prévisible, du moins pour une partie des observateurs, c'était la nature de la réponse qui allait suivre quelques heures plus tard. Au petit matin, Donald Trump a publié un long message sur son réseau social, réagissant directement aux commentaires faits par Trevor Noah lors des Grammy Awards. Dans son texte, Trump a qualifié la cérémonie de pratiquement irregardable, a critiqué CBS pour sa diffusion et a attaqué personnellement le présentateur, qualifiant son commentaire de faux et diffamatoire. Plus que d'exprimer son indignation, Trump a explicitement déclaré qu'il avait l'intention d'envoyer ses avocats poursuivre Trevor Noah en justice, mentionnant la possibilité de demander une compensation financière et suggérant que la chaîne pourrait également être impliquée. Le message était rédigé dans un ton à la fois agressif et juridique, combinant un langage politique et des menaces juridiques formelles. Ce passage rapide d'un commentaire humoristique à une menace de poursuite pour diffamation a attiré l'attention précisément parce qu'il ne s'agissait pas d'un geste isolé dans la carrière publique de Donald Trump. Au cours des dernières années, Trump a souvent eu recours au discours juridique comme outil de réponse aux critiques, aux enquêtes et aux commentaires publics défavorables. Cependant, le fait que cette réaction ait été dirigée contre un comédien lors d'un événement culturel diffusé dans le monde entier a donné à cet épisode un poids institutionnel particulier. L'impact de l'affaire ne s'est pas limité à l'échange public entre Trump et Trevor Noah. Il a été interprété comme un exemple supplémentaire de la tension croissante entre l'espace de la satire politique et la volonté des personnalités de haut rang de qualifier ce type de critique de diffamation. Aux États-Unis, la satire a toujours occupé une place centrale dans le débat public, en particulier lorsqu'elle vise les présidents et les anciens présidents.
Les émissions de télévision, les événements culturels et les spectacles humoristiques ont toujours bénéficié d'une large protection constitutionnelle, précisément parce qu'ils ne se présentent pas comme des vecteurs d'affirmation factuelle. Ce qui rend cet épisode atypique, c'est la tentative explicite de déplacer ce type de discours vers le domaine juridique, en suggérant qu'une blague faite sur la scène des Grammy Awards pourrait constituer une fausse déclaration susceptible de causer un préjudice mesurable à la réputation. Ce choix narratif n'est pas passé inaperçu auprès des analystes juridiques et des observateurs institutionnels, qui ont rapidement commencé à discuter non seulement du bien fondé d'une éventuelle action en justice, mais aussi de l'effet de ce type de menace. À partir de là, le débat a cessé de porter exclusivement sur le contenu de la blague et a commencé à englober des questions plus larges. Dans quelle mesure une déclaration satirique faite par un présentateur lors d'un événement artistique peut-elle être interprétée comme une allégation factuelle? Dans quelle mesure des personnalités publiques telles que Donald Trump, qui occupent ou ont occupé des postes extrêmement visibles, peuvent-elles soutenir la thèse de l'atteinte à la réputation face à des commentaires humoristiques largement reconnus comme tels? Et quel est l'impact institutionnel lorsque les menaces de poursuites judiciaires deviennent une réponse politique récurrente aux critiques publiques? Ces questions prennent une importance supplémentaire lorsque l'on constate que la menace ne visait pas seulement Trevor Noah, mais aussi CBS, l'une des plus grandes chaînes de télévision des États-Unis. L'implication implicite de la chaîne de télévision élargit la portée du conflit et ajoute une dimension corporative à l'épisode. Dans des affaires précédentes, les grandes chaînes de télévision se sont déjà montrées disposées à éviter de longs conflits juridiques avec des personnalités politiquement influentes, optant pour des accords ou des stratégies de limitation des risques. Cet historique ajoute une couche d'incertitude au scénario actuel. L'impact de l'épisode ne se limite donc pas à ce qui a été dit sur la scène des Grammy Awards, ni à la réaction immédiate publiée sur les réseaux sociaux. Il est désormais considéré comme faisant partie d'un mouvement plus large, dans lequel le système juridique est souvent invoqué comme un instrument de pression, indépendamment de la viabilité effective d'une action en justice. La simple annonce d'un procès potentiel a déjà des effets, allant des frais juridiques à l'effet dissuasif sur d'autres communicateurs. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans le théâtre ce soir-là. Il a ouvert un débat plus large sur les limites entre l'humour, le pouvoir politique et l'utilisation stratégique de la justice dans un environnement déjà marqué par des conflits institutionnels constants. Suivre ce type de mouvement exige plus qu'une attention portée à la réaction initiale ou à la controverse momentanée. Il faut observer comment ces conflits évoluent, quels acteurs s'impliquent et comment les décisions futures peuvent redéfinir, même indirectement, l'équilibre entre la critique publique et le pouvoir institutionnel aux États-Unis. À partir de là, l'épisode a été observé sous un angle moins émotionnel et plus institutionnel, en particulier par les juristes, les analystes politiques et les professionnels du droit des médias. La menace de poursuite judiciaire brandie par Donald Trump contre Trevor Noah n'est pas apparue dans un vide juridique et ne peut être comprise uniquement comme une réaction individuelle à une blague spécifique. Elle s'inscrit dans un contexte plus large de conflits récurrents impliquant Trump, les médias, les artistes et les personnalités publiques qui opèrent dans le domaine de la critique politique et culturelle aux États-Unis. C'est dans ce contexte que la discussion juridique commence à prendre de l'ampleur. Aux États-Unis, les actions en diffamation impliquant des personnalités publiques suivent un cadre juridique beaucoup plus restrictif que celles applicables aux citoyens privés. Depuis les décisions historiques de la Cour suprême, notamment dans l'affaire New York Times contre Sullivan, il a été établi que les personnalités publiques doivent démontrer non seulement qu'une affirmation est fausse, mais aussi qu'elle a été faite avec ce que le droit américain appelle « actual malice », c'est-à-dire en connaissance de cause ou avec un mépris délibéré pour la vérité.
Cette norme élevée a été conçue précisément pour protéger la critique politique, le journalisme d'investigation et la satire, piliers centraux du débat démocratique américain. Lorsque les analystes juridiques ont commencé à examiner le commentaire fait par Trevor Noah sur la scène des Grammy Awards, diffusée par CBS depuis Los Angeles, la question centrale n'était plus la sensibilité du président, mais la nature du discours. Le monologue de Noah n'a pas été présenté comme une affirmation factuelle, ni comme une dénonciation ou un reportage journalistique. Il s'agissait d'une construction satirique insérée dans un événement culturel, devant un public qui comprend le code de la comédie politique. La mention de Jeffrey Epstein et Bill Clinton s'est faite de manière indirecte dans un cadre clairement humoristique, sans allégation explicite de faits vérifiables. Cette distinction est cruciale dans le domaine juridique. La comédie, la satire et la parodie sont reconnues depuis des décennies par les tribunaux américains comme des formes légitimes d'expression artistique. Des affaires impliquant des émissions telles que Saturday Night Live, des talk-shows nocturnes et des spectacles de stand-up ont établi une compréhension cohérente selon laquelle le public moyen est capable de distinguer l'exagération humoristique de l'affirmation littérale. C'est précisément cette compréhension qui rend les actions en diffamation contre les comédiens particulièrement difficiles à soutenir, surtout lorsque la cible de la blague est une personnalité publique largement connue, comme Donald Trump. Néanmoins, l'histoire récente ajoute des éléments importants à cette analyse. Donald Trump a déjà intenté ou menacé d'intenter des poursuites contre des journalistes, des médias et des adversaires politiques à plusieurs reprises. L'un des exemples les plus cités par les experts concerne l'action intentée contre Hillary Clinton, le Parti démocrate et d'autres acteurs, qui a finalement été rejetée par un tribunal fédéral de Floride. Dans cette affaire, la décision judiciaire comprenait des critiques sévères à l'égard de la nature du procès et a abouti à des sanctions financières imposées à Trump et à son avocate de l'époque, Alina Habba. Bien que les décisions judiciaires antérieures ne créent pas automatiquement de précédent pour les nouvelles affaires, elles contribuent à ce que de nombreux juristes appellent le contexte atmosphérique, influençant la manière dont les nouveaux litiges sont accueillis. C'est à partir de là que l'attention commence également à se porter sur l'éventuelle inclusion de CBS dans une éventuelle action en justice. Les grandes chaînes de télévision occupent une position particulière dans ce type de conflit. D'une part, elles disposent de ressources financières et d'équipes juridiques solides. D'autre part, elles opèrent sous une forte pression commerciale et politique, en particulier lorsqu'elles ont affaire à des personnalités disposées à mener des litiges prolongés. Dans des épisodes précédents, certaines chaînes ont opté pour des accords ou des stratégies de contention, non pas nécessairement parce qu'elles reconnaissaient le bien fondé juridique des actions, mais pour réduire les risques et les coûts associés aux litiges à long terme. Cette possibilité ajoute une dimension stratégique à l'épisode. Si une action était dirigée uniquement contre Trevor Noah, les experts s'attendraient à une défense ferme, soutenue par la protection constitutionnelle de la satire. Cependant, l'inclusion de CBS pourrait modifier l'équilibre, en introduisant des calculs commerciaux qui ne coïncident pas toujours avec les principes éditoriaux ou artistiques. Cette tension entre la liberté d'expression et la gestion des risques commerciaux est ancienne dans le système médiatique américain et se manifeste généralement de manière plus claire en période de conflits politiques intenses. Un autre élément qui commence à retenir l'attention à ce stade de l'analyse est le rôle du procès lui-même, quelle que soit son issue. L'ouverture d'un procès en diffamation déclenche des mécanismes tels que la phase de discovery, au cours de laquelle les parties peuvent exiger des documents, des réponses formelles sous serment et des dépositions enregistrées. Pour les personnalités publiques, cette étape peut devenir particulièrement délicate lorsqu'elle concerne des sujets déjà largement débattus dans l'espace public.
La simple possibilité de témoignage sous serment est généralement considérée par les analystes comme un facteur pertinent dans l'évaluation de l'intention réelle derrière les menaces judiciaires. C'est pourquoi de nombreux observateurs ont commencé à interpréter la réaction de Donald Trump moins comme une initiative juridique que comme un geste d'intimidation. La menace d'un procès, même si elle ne se concrétise jamais, envoie un signal aux autres artistes, présentateurs et médias sur les coûts potentiels liés au fait d'évoquer certains sujets ou certaines personnalités. Cet effet dissuasif, bien que difficile à quantifier, est largement discuté dans les études sur la liberté d'expression et l'utilisation stratégique du système juridique. Cette convergence de facteurs aide à comprendre pourquoi un commentaire fait sur une scène à Los Angeles a rapidement été analysé dans les cabinets d'avocats, les rédactions journalistiques et les cercles universitaires à Washington, New York et ailleurs. L'épisode ne concernait plus seulement Trevor Noah, Donald Trump ou les Grammy Awards. Il s'est inscrit dans un débat plus large sur la manière dont le pouvoir politique réagit à la critique culturelle et sur les instruments mobilisés dans ce processus. À partir de là, on observe moins une ligne droite menant à une issue juridique qu'un champ d'interprétation controversé, dans lequel chaque mouvement a des implications institutionnelles plus larges. C'est précisément cette dynamique, souvent invisible pour le public au début de la controverse, qui continue de façonner la signification réelle de l'épisode et qui nécessite un suivi attentif et contextualisé au fil du temps. À mesure que l'épisode occupait une place plus importante dans le débat public, l'attention s'est déplacée de la possibilité immédiate d'une procédure judiciaire vers la controverse sur les interprétations de ce qui est réellement en jeu. Parmi les juristes, les analystes politiques et les experts des médias, aucune lecture commune ne s'est imposée sur la manière d'appréhender la menace attribuée à Donald Trump contre Trevor Noah. Pour certains observateurs, il s'agit d'un mouvement prévisible dans une trajectoire marquée par des affrontements récurrents avec des détracteurs publics. Pour d'autres, cet épisode révèle une tension plus profonde dans la relation entre le pouvoir politique, la culture populaire et les limites effectives de la protection constitutionnelle de l'expression artistique. Une interprétation très présente dans le débat soutient que la menace de recourir au système judiciaire doit être comprise principalement comme un instrument symbolique. Dans cette lecture, l'objectif central ne serait pas d'obtenir un résultat concret devant les tribunaux, mais de démontrer une volonté de réagir avec fermeté et de réaffirmer le contrôle sur le discours public. Selon cette logique, la simple mention d'avocats et de poursuites judiciaires remplit déjà une fonction politique, même si aucune action n'est finalement engagée. Il existe cependant des analyses qui observent cet épisode sous un autre angle. Pour ce groupe, la répétition de ce type de menace produit des effets graduels et cumulatifs, même si elle aboutit rarement à des actions judiciaires effectives. Chaque nouvel épisode contribue à normaliser l'utilisation de l'appareil juridique comme outil de réponse politique. Avec le temps, ce modèle peut influencer les décisions des artistes, des présentateurs et des dirigeants d'entreprises de communication, qui intègrent alors le risque juridique comme un élément constant dans leurs choix éditoriaux et créatifs. D'autres lectures déplacent l'attention vers la position spécifique occupée par Trevor Noah dans l'écosystème médiatique des États-Unis d'Amérique. Contrairement aux journalistes d'investigation ou aux commentateurs politiques traditionnels, son travail s'inscrit explicitement dans le domaine de la comédie. Son travail repose sur l'ironie, l'exagération et l'ambiguïté, partant du principe que le public reconnaît ses ressources comme faisant partie du code humoristique. Pour de nombreux experts, ce facteur affaiblit les tentatives de traiter ses propos comme des déclarations factuelles pouvant donner lieu à une responsabilité juridique. Néanmoins, le débat ne s'arrête pas là. Certains juristes soulignent que les litiges judiciaires ne sont pas évalués uniquement sur la base de critères techniques abstraits, mais également en fonction des contextes politiques, des pressions externes et des stratégies procédurales.
Bien que la norme de malice réelle, définie par la Cour suprême, reste un obstacle de taille, il n'existe aucune garantie absolue quant à la manière dont des circonstances spécifiques pourraient être interprétées par les magistrats, en particulier dans un environnement politique polarisé et sous le feu des projecteurs. Un autre aspect récurrent dans les analyses concerne la participation éventuelle de CBS à d'éventuels développements futurs. En tant que diffuseur responsable de la retransmission des Grammy Awards, l'entreprise occupe une position institutionnelle distincte de celle d'un individu. Pour certains analystes, l'inclusion d'une grande entreprise dans un éventuel litige pourrait déplacer le centre de la controverse, transformant une discussion sur la satire en une négociation juridique plus large, impliquant des risques financiers, des accords extrajudiciaires et des stratégies de limitation des dommages. Bien que spéculatif, ce type de scénario s'est déjà produit à d'autres moments de l'histoire récente des médias aux États-Unis. Il existe également des interprétations qui élargissent l'horizon analytique et relient cet épisode à une réflexion structurelle sur le rôle du divertissement dans la démocratie contemporaine. Des événements tels que les Grammy Awards, organisés dans des centres culturels comme Los Angeles et consommés à l'échelle mondiale, ne sont plus seulement des célébrations artistiques. Ils sont devenus des espaces hybrides où la culture, la politique et l'identité nationale se croisent de manière récurrente. Dans ce contexte, les commentaires humoristiques sur les dirigeants politiques ne constituent pas des exceptions, mais font partie du fonctionnement normal de cet écosystème. Ce qui reste en suspens, c'est la manière dont le système institutionnel réagit lorsque ce croisement génère des conflits. Dans quelle mesure des menaces juridiques répétées, même sans succès formel, peuvent-elles modifier l'équilibre entre la critique culturelle et le pouvoir politique? Les avis divergent quant à la capacité du système actuel à absorber ce type de tension sans effet durable ou quant à la possibilité que des ajustements discrets aient lieu en coulisses, loin de l'attention du public. Selon les informations disponibles, aucune action en justice liée à cet épisode n'a été formalisée à ce jour. Cette information renforce l'idée que l'affaire en est encore à un stade précoce, caractérisé davantage par des signaux que par des actions concrètes. Néanmoins, les analystes soulignent que l'absence de procédure ne signifie pas l'absence d'impact. Le débat suscité, les réactions institutionnelles et l'attention portée à ce sujet produisent déjà des effets propres, difficiles à mesurer, mais pertinents à long terme. Ainsi, la discussion s'organise moins autour de la prévision d'une issue spécifique que de la compréhension des limites qui sont testées. Il n'y a pas de consensus sur la question de savoir si des épisodes de cette nature ne sont que du bruit dans un environnement politique déjà saturé ou s'ils indiquent des changements progressifs dans la manière dont le pouvoir répond à la critique publique. Le système juridique, les médias et le domaine culturel continuent d'évoluer, réagissant les uns aux autres de manière pas toujours perceptible à court terme. C'est pourquoi le suivi de cas comme celui-ci exige une analyse prudente et une attention continue au processus en cours, et pas seulement aux événements isolés. Si des conséquences institutionnelles apparaissent, elles ont tendance à se manifester de manière indirecte, à travers des décisions futures, des ajustements de comportement et de nouveaux épisodes qui dialoguent avec celui-ci. Il est essentiel de maintenir ce suivi dans son contexte et dans la continuité pour comprendre comment des événements apparemment ponctuels s'inscrivent finalement dans des dynamiques institutionnelles plus larges qui sont encore en construction.